Nous sommes lundi 7 septembre 2020. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. Un mini-sommet prochainement des présidents de la sous-région sur l'initiative de la République démocratique du Congo. Pour la première fois, une voix officielle vient de le confirmer. Il s'agit du président rwandais Paul Kagame. Le président burundais et celui du Rwanda pourraient donc se rencontrer après plus de 5 ans. Les juges de la Cour d'appel de Nahangwa, à mairie de Bujumbura, prévoient un arrêt de travail une fois les émotionnaires d'Okinama qui se sont attaqués à une équipe de leurs collègues ne sont pas arrêtés. 3 magistrats ont été attaqués lors d'une descente sur une parcelle litigieuse assise dans le quartier d'Okinama. Et le maire de la ville de Bujumbura est appelé à veiller à la bonne utilisation des taxes et au meilleur octroi des marchés publics dans le cadre de la politique de décentralisation au Burundi pour que ces taxes soient bénéfiques pour la population. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Paul Kagame continue de tendre la main pour un bon voisinage avec le Burundi et l'Ouganda. Le président rwandais dit que son pays a fait tout son possible pour cela et qu'il est prêt à continuer sur cette lancée. Pour lui, c'est dans l'intérêt tant du Rwanda que de ses voisins. Paul Kagame l'a affirmé dans une conférence publique animée ce dimanche sur la télévision rwandaise. Suivez. Umubano wacu n'u Burundi na Uganda biracyari magatotsi ni ibintu. La cohabitation entre nous et le Burundi et l'Ouganda est encore problématique. Ça nécessite encore qu'on fasse quelque chose pour un meilleur voisinage. Par exemple, pour le Burundi, je pense que vous l'avez suivi. Nous avons essayé de faire ce qu'on pouvait en fonction du contexte et de ce qu'on doit faire pour notre cohabitation. Mais les Burundais ne se sont pas empressés d'y répondre, ou alors n'y ont pas répondu comme il fallait. Mais nous avons montré notre volonté. Mais dans notre volonté, nous disons que lorsqu'une personne souhaite que vous ayez un bon voisinage, c'est dans votre intérêt à tous. Ça ne peut pas profiter à une partie sans profiter à l'autre. La paix que nous souhaitons entre nous et nos voisins, surtout que ce soit le Burundi ou l'Ouganda, c'est une paix que nous désirons et qu'ils devraient normalement désirer également. Nous n'en avons pas plus besoin qu'eux et vice-versa. C'est ainsi, que ce soit du côté des Ougandais, à qui, quand nous leur montrons ce qu'ils font pour déstabiliser le Rwanda, ils disent avoir résolu le problème, mais le lendemain, il y a de nouveaux problèmes. Le message est le même à leur endroit. Nous leur disons, nous voulons la paix. Nous voulons vivre en paix avec vous. Nous voulons une bonne entente avec vous. Vivre de façon que la paix soit une réalité. Que nous soyons des amis extraordinaires ou juste de simples amis pour que chacun y trouve son intérêt. C'est notre position sur l'Ouganda et sur le Burundi. Et nous continuerons sur cette voie. La véritable amitié. Que ce soit la fraternité ou quel que soit notre lien, on ne rejette personne. Mais les gens peuvent même être de la même famille sans pour autant s'entendre. Ce que nous voulons, c'est nous entendre. Pour la fraternité, quiconque le souhaite, nous sommes prêts à cohabiter comme des frères. À la même occasion, le président rwandais Paul Kagame a confirmé la tenue du sommet quadripartite de Goma en République démocratique du Congo. Dans cette émission publique, Paul Kagame a indiqué que ce sommet analysera la question sécuritaire au sein de ces pays et qu'il verra la participation d'autres chefs d'État de la région. Suivez-le encore une fois. Inama yaravugwa gusa nyine haracyari inzitizi ubundi kugira inama muri ibi bihe. La réunion, on en parle. Seulement, il y a encore des obstacles qui ne favorisent pas la tenue de ce sommet, comme cette pandémie de Covid-19. L'équipe technique essaie d'analyser toutes les possibilités sans faire recours au virtuel. Mais c'est un sommet qui concerne le bon voisinage entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Il y aura aussi la participation des chefs d'État angolais et congolais. Bref, c'est un sommet sur le bon voisinage et dans l'intérêt de tous.
ariko byose icyo bigamije ni umubano. Iteka izo nama ziba ngo habe umubano mwiza hagati y'ibihugu, ibyo ntawe utabyishimira cyangwa ntawe utabishaka. Pas justice à présent, les juges de la Cour d'appel de Nahangwa, mairie de Bujumbura, prévoient un arrêt de travail pour réclamer l'arrestation des Imbonerakure de Kinama qui se sont attaqués à une équipe de leurs collègues. Ces Imbonerakure, à majorité composée des démobilisés, ont méchamment battu 3 juges de cette cour, un magistrat du ministère public et un greffier qui avait fait une descente sur une parcelle litigieuse sise dans le quartier de Kinama. Ils attendent donc l'issue de la lettre qu'ils ont adressée au président de la Cour suprême pour décider la suite de cette situation. L'État avec Winnie Mourouziza. L'incident s'est produit le 25 août dernier dans la zone de Kinama, en mairie de Bujumbura. C'était au cours d'un travail de routine de la cour d'appel de Nahangwa qui effectuait une descente sur terrain. À l'arrivée des juges, les membres de cette association s'étaient enfermés dans la maison de cette parcelle. Le président de l'association est alors sorti tout seul. Des sources qui étaient sur place indiquent qu'après quelques minutes de briefing sur l'objet de la descente par le président du siège, Habiyambele Prime, les autres Imbonerakure sont sortis de la maison, armés de gourdins, lançant des injures aux juges. La situation a alors dégénéré et les jeunes du parti au pouvoir se sont mis à bastonner toute l'équipe des juges. Les juges, mal en point, ont été contraints de prendre fuite. Les mêmes sources précisent que 3 d'entre eux auraient été secourus par les policiers de la position de Kinama. 2 autres se seraient cachés dans les ménages du voisinage. Le parquet, pris la cour d'appel de Nahangwa, a aussitôt été alerté sur l'incident. En collaboration avec la cour d'appel de Nahangwa, le parquet a alors déployé le vice-président de la cour d'appel, Jean-Marie Nibigira, Ferdinand Dagijimana, premier substitut du procureur, près la cour d'appel de Nahangwa, et un juge de la cour d'appel de Nahangwa du nom d'Isidore Nyonhuru. Le but, ouvrir un dossier contre ces Imbonerakure de Kinama. Mais, arrivés sur les lieux, ils ont à leur tour été copieusement battus par les mêmes Imbonerakure. Et ce, en présence d'une dizaine de policiers qui étaient censés assurer leur sécurité et du représentant légal des démobilisés en mairie de Bujumbura. Le plus drôle est que certains de ces Imbonerakure, qui avaient été menottés par ces policiers, sont parvenus à s'enfuir sous le nez de ces policiers avec les menottes. Les juges victimes ont alors informé leur hiérarchie. La Cour suprême s'est alors engagée qu'un dossier contre les Imbonerakure allait être confectionné et que ces jeunes du CNDD-FDD allaient être arrêtés sans tarder. Mais depuis, silence radio. Et ces Imbonerakure ne sont aucunement inquiétés. Pour revenir sur le conflit lié à la parcelle dans laquelle vivent ces Imbonerakure, il oppose Madame Jeannette Daishimiye et l'association des Imbonerakure, dénommée Association pour l'encadrement des démobilisés. La parcelle est située tout près du nouveau marché de Kinama. La télé-Renaissance a contacté le président de la cour d'appel de Nahangwa, Jean Habonama, et le président de la Cour suprême, Emmanuel Gateretse, mais ils n'ont pas voulu s'exprimer. Merci à Winnie Nkurunziza. Le groupe qui a obstrué le bon déroulement de ce procès devrait être arrêté et poursuivi selon la loi. C'est la lecture de Maître Vital Nshimirimana. Mais pour cet homme de loi, le manque d'indépendance de la magistrature burundaise pourrait être un blocage aux revendications de ces magistrats de la Cour d'appel de Nahangwa. Suivez-le. Le Code de procédure civile prévoit des dispositions qui concernent la police d'audience, que ce soit en audience publique devant la juridiction, devant le tribunal ou la cour, ou lorsque la juridiction se transporte sur le terrain, ce qu'on appelle les audiences foraines. En principe, le président du siège est revêtu des pouvoirs que lui confère la loi, selon lesquels il peut interdire toute prise de parole ou tout acte susceptible de porter atteinte au bon déroulement du procès. Mais ce que nous constatons ces derniers jours, c'est que, en raison du fait que les magistrats ont cédé à une bonne partie de leur indépendance et ferment les yeux devant des agissements normaux qui se déroulent devant les cours ou tribunaux, il en découle qu'aujourd'hui, les magistrats peuvent subir des conséquences ou connaître des agissements comme ceux que les magistrats de la cour d'appel de Nahangwa ont connus très récemment. C'est une situation déplorable parce que ceci décrédibilise non seulement la cour,
mais aussi la décision qui sera prise, parce que l'autre partie qui avait intérêt à ce que le déroulement de l'audience foraine soit complète va avoir l'impression que la Cour est dépourvue ou la Cour est plutôt incapable de bien gérer l'affaire. C'est une situation triste parce qu'aujourd'hui, ça ne peut même pas mobiliser les magistrats qui aujourd'hui ne parlent pas d'une même voix, ne peuvent pas exprimer leur mécontentement selon les cadres assez déterminés. Je vise notamment le syndicat des magistrats qui était le cadre approprié pour soulever ce genre de revendications. Tant qu'on y est, rappelons que les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce lundi 322 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndiroussa, Terence Moses et Jide Harimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Page bonne gouvernance à présent, les résultats de la politique de décentralisation au Burundi depuis 2009 n'ont donné rien. C'est l'analyse de Faustin Ndikumana, cet expert en économie et dans la bonne gouvernance, conseille plutôt au maire de la ville de Bujumbura de veiller à la bonne utilisation des taxes et au meilleur octroi des marchés publics. Suivez. Normalement, la politique de la décentralisation était prise comme le centre de la stratégie de développement local. En mairie de Bujumbura, on n'a même pas osé s'y engager. Alors que la mairie de Bujumbura, si on analyse sa population, les problèmes de la municipalité de Bujumbura liés par exemple aux infrastructures, les routes, les ponts, l'hygiène, l'éclairage public, les infrastructures diverses, la sécurité en général, le banditisme, il y a beaucoup de problèmes à gérer. Donc la décentralisation était une solution pour un meilleur traitement, un meilleur suivi de ces problèmes. Deuxièmement, il y a un problème de transparence au niveau de la gestion du budget de la mairie. Donc la transparence est un défi dans la gestion des ressources de la mairie, ce qui ouvre la porte à la corruption, au détournement des deniers publics. Il y a aussi ce manque alors de redevabilité. Et la population de la mairie ne sait à quel fait se vouer pour exiger la redevabilité par rapport aux impôts et taxes qu'ils paient dans la municipalité, en faveur de la municipalité de Bujumbura. Il faut qu'il y ait une redevabilité effective et envers les citoyens de la part des autorités de la mairie de Bujumbura. Nous voudrions lancer un appel au nouveau maire de la ville qu'on voit qui vient avec une énergie spéciale, qui veut s'engager. D'abord, d'organiser un audit de l'organisation institutionnelle de la mairie pour voir les cadoliers au niveau de l'institution, de la gestion de l'institution, et arrêter même des mesures correctives qui s'imposent, et aussi éviter la Cour des comptes et les générales de l'État de voir comment de faire une analyse, un rapport sur la gestion des finances publiques à la mairie de Bujumbura, voir si vraiment la gestion de la chose publique à mairie de Bujumbura, la passion des marchés, vraiment se fait et en respectant les règles de la gestion et de l'orthodoxie financière. C'est le moment lors du magazine Au cœur de la société, produit en synergie par les médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Dans le Midi Magazine d'aujourd'hui, nous vous parlons des préparatifs qui ont marqué la rentrée scolaire 2020-2021 qui a débuté ce lundi 7 septembre 2020. Thierry Bigirindavi. L'année scolaire 2020-2021 a débuté ce lundi 7 septembre. Les parents à la recherche du matériel scolaire se sont heurtés à la cherté de son matériel. Certains établissements primaires et secondaires dans tout le pays semblent ne pas être prêts à accueillir les élèves. Dans toutes ces conditions, quels sont les risques probables tant pour les enfants que pour le gouvernement? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'est Thierry Bigirindavi. Bienvenue. Les préparatifs pour cette rentrée scolaire a posé beaucoup de problèmes pour plusieurs parents d'élèves. Le matériel scolaire est trop cher étant donné le faible niveau de vie. Écoutons certains parents qui se sont entretenus avec Bertrand Ndakuliyo de la radio Inzamba.
Les parents sont dans l'extrême pauvreté. Le prix de tous les matériels scolaires a été revu à la hausse. Les cahiers, les uniformes, alors que le pouvoir d'achat des parents n'a pas suivi le même rythme. Certains ne sont plus capables d'acheter le matériel scolaire qui est pour le moment très cher. Même le pays est dans l'extrême pauvreté. Il n'y a même pas une politique d'améliorer la qualité de l'enseignement. L'année scolaire 2020-2021 commence alors que nous sommes dans l'extrême pauvreté, nous les parents. Nous demandons de l'aide au gouvernement, comme le faisaient les gouvernements précédents. Il y a des fois où les enfants recevaient une dizaine de cahiers à l'école. Le gouvernement devrait donner ces cahiers. Un enfant de l'école primaire, de la première année jusqu'en 6e année, il donne de l'argent à l'école pour payer le veilleur, pour la construction des bâtiments et pour imprimer les copies du test cantonal. La somme devient colossale alors qu'on n'en a pas. La pauvreté est extrême pour le moment. Pour les élèves de l'école secondaire, c'est autre chose. De la 7e jusqu'à 9e, ils donnent de l'argent chaque trimestre pour les examens. Pour cette année scolaire 2020-2021, les élèves de toutes les écoles fondamentales de 6 provinces les plus vulnérables du Burundi, à savoir Changuzo, Kirundo, Makamba, Muyinga, Rumonge et Ruyigi, recevront des kits scolaires de la part de l'UNICEF à travers sa campagne Back to School. Mais malgré cette aide, certains établissements qui doivent accueillir les élèves ce lundi enregistrent toujours les problèmes du matériel et de l'effectif des enseignants, comme l'a constaté notre confrère Émile Nibasumba de la radio publique africaine. Le manque criant d'enseignants est toujours observé sur le territoire burundais. À Gitega, la capitale politique, certaines écoles font toujours recours aux enseignants bénévoles qui sont payés par les parents et aux enseignants vacataires qui sont payés par les établissements scolaires. La seule commune de Gitega a besoin de plus de 200 enseignants supplémentaires selon nos sources à la direction communale de l'enseignement. Le journal La Voix de l'enseignant indique que Bururi, Ngaro et la mairie de Bujumbura sont les provinces les plus touchées par la carence d'enseignants. Le peu d'enseignants récemment recrutés par le gouvernement ne sont pas encore affectés sur leur lieu de travail. Les écoles à régime d'internat n'ont toujours pas obtenu de la part du gouvernement les frais de restauration des élèves qui s'élèvent à 800 francs par élève et par jour. Depuis 2016, la plupart des établissements à régime d'internat ne reçoivent plus de matelas sur tout le territoire. Conséquence, un matelas est partagé par 2 élèves dans de nombreux établissements. Les bancs pupitres posent également problème. Dans de nombreuses écoles, 3 élèves ou plus se partagent un seul banc pupitre, parfois en mauvais état. Dans les écoles techniques, il y a 2 ou 3 livres d'élèves pour une quinzaine de leçons. Il n'y a pas non plus de fichier de maître. Conséquemment à cette situation, les élèves ne pourront pas se prendre en charge à la fin de leurs études suite à leur niveau d'études qui sera bas. Les explications sont de la Lunibizi, ancienne syndicaliste. Quand il n'y a pas de matériel, le matériel pédagogique, l'enseignant, il fait semblant. Il va en classe juste pour occuper les élèves, mais aussi pour maintenir son poste. Un programme devant l'enseignant. Qu'est-ce que ça signifie quand il n'y a pas de support didactique? Il donne juste ce qu'il peut. C'est le niveau d'abord de l'enseignement qui est faible, le niveau de l'élève en souffre. Et comme actuellement, il y a la politique de promotion collective, les élèves avancés de classe, ils n'ont pas le droit de redoubler, n'ayant pas de niveau, n'ayant pas d'enseignement suffisant, et ils seront rattrapés par le test de fin de cycle. Comme nous l'avons vu dernièrement, nous avons eu autour de 35 000 enfants qui n'ont pas pu avancer de classe, qui sont condamnés à redoubler, alors qu'il n'y a pas de place à redoubler. Et ces élèves qu'on laisse avancer comme ça, selon la politique, à la fin du cycle, ils n'auront même pas de niveau suffisant. Même ceux qui avancent, ils seront arrêtés par ce test. Et quand ils réussissent le test, parce que les mêmes conditions d'avancement sont prévues à la fin du cycle aussi, ils vont terminer des études. Ils vont avoir juste un papier, le certificat ou le diplôme. Et quand ils auront ce certificat et ce diplôme, la valeur des connaissances qu'il a ne correspond pas à la liste des cours, des matières qu'il a appris. L'enfant ne sera pas capable de se prendre en charge une fois devenu adulte. C'est aussi une perte pour le pays qui ne pourra pas avoir de cadres compétents dans l'innovation.
L'impact aussi retombe sur le pays. Le pays ne pourra pas avoir les ouvriers ou les cadres nécessaires pour se développer. Le pays aura des difficultés. Tout le système en souffre et c'est un cercle vicieux. L'enseignant de son côté, il est frustré. D'abord, ça le fatigue d'encadrer des élèves dans des conditions vraiment qui ne respectaient pas les normes, des effectifs ingérables, une position dans la classe ingérable, un programme ingérable. L'enseignant est frustré, il est démotivé, il est fatigué et par conséquent, lui aussi perd confiance en ce gouvernement qui ne parvient pas à donner le nécessaire pour soutenir l'enseignement que lui-même a prévu. C'est sur cette lecture de la Nibizi qui met un point final à ce mini-magazine au cœur de la société. Sans l'enseignement de qualité, les inconvénients resteront nombreux pour les apprenants. Merci à Thierry Bigrindavi. C'est ce magazine qui met un point final à cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.